qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Parler d'adoption et de parentalité adoptive, c'était l'objectif de cette rencontre aujourd'hui avec Geneviève Miral, personnalité très impliquée en France sur les sujets d'adoption. Je l'ai notamment découverte grâce à son livre « J'adopte un enfant » aux éditions Vuibert. Alors je lui ai posé beaucoup de questions, notamment qu'est-ce que cela implique d'élever un enfant adopté ? Combien d'enfants sont aujourd'hui adoptés en France ? Est-ce plus facile qu'avant d'adopter ? Bref, nous avons creusé de nombreux sujets allant des enjeux aujourd'hui de l'adoption en France, mais aussi des questions relatives à ces enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Geneviève. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour parler d'un thème qui m'est cher, c'est l'adoption et plus particulièrement la parentalité adoptive. Vous avez vous-même adopté plusieurs enfants, puis vous êtes engagé professionnellement sur ce sujet et plus particulièrement sur le sujet des enfants adoptés à besoins spécifiques. Et j'aimerais que l'on démarre cette conversation avec une prise de recul, notamment sur les chiffres de l'adoption en France. Alors, combien d'enfants ont été adoptés en France selon les derniers chiffres ? Alors, je suppose que c'est 2023 ou 2022, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment ce chiffre a évolué depuis les dernières décennies ? Alors, les derniers chiffres qu'on peut avoir, vous allez voir, on va avoir un petit problème de comparaison parce que pour l'adoption internationale, on a des chiffres qui tombent en général tous les ans. Là, donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2023, où on est à 176 enfants qui sont arrivés par adoption de l'étranger. Pour l'adoption nationale, c'est toujours un petit peu plus complexe, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer ici, mais de recueil de données et d'analyse des données, puisqu'on a un rapport qui est très circonstancié. Les derniers chiffres qu'on a aujourd'hui sont de 2021, et les enfants qui avaient été confiés en vue d'adoption en 2021, il y en avait 616. Alors, d'un côté, au niveau de l'adoption nationale, on va dire les chiffres sont assez réguliers sur la dernière décennie, même si évidemment on a vu des baisses depuis les années 90, mais bon an, mal an, on va dire on reste toujours autour des chiffres de 600-700. En revanche, l'adoption internationale a complètement été bouleversée en l'espace de 15 ans, puisque si je vous donne les derniers chiffres les plus forts, on va dire, c'était 2005, avec plus de 4000 enfants arrivés en adoption internationale, alors qu'aujourd'hui, on est même en dessous des 200. Donc, vous voyez, on a vraiment une énorme disparité et une évolution qui est allée, mais c'est pas uniquement pour la France, c'est valable au niveau international, une énorme baisse de l'adoption internationale. Et qu'est-ce qui explique cette énorme baisse ? Alors, on a plusieurs facteurs, c'est comme toujours, vous ne pouvez pas vous retrouver avec une cause, un effet, on a toujours des raisons plurielles. D'une part, l'adoption internationale a commencé à être régulée, on a ressenti un besoin de réguler un peu tout ça, de mettre un peu de cadre, de procédure, avec ce qu'on appelle la Convention de La Haye de 1993 sur la protection de l'enfance et l'adoption internationale, qui est venue donner un cadre pour les pays qui souhaitent adopter et les pays qui font adopter les enfants de chez eux. Donc on a ce cadre-là qui est venu contraindre un petit peu plus, qui est venu donner aussi des règles, on va dire, en matière d'adoption pour que les enfants puissent au mieux rester dans leur pays d'origine, dans leur famille biologique, autant que faire se peut, éventuellement être pris en charge par un dispositif de protection de l'enfance, et on va dire en dernier recours, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, soit adopté à l'international. Donc ça, c'est une des premières causes, en fait. Une des deuxièmes causes, c'est l'évolution aussi de certains pays au niveau économique et social.
Si je prends des pays comme le Brésil, la Chine, qui ont été des pays qui ont énormément fait adopter d'enfants en adoption internationale depuis quelques années, enfin depuis même quelques décennies, on voit ces pays changer complètement la donne pour des raisons, alors on va dire, de niveau économique qui s'est amélioré, mais aussi pour des raisons sociales. C'est-à-dire que l'adoption n'est plus vue forcément complètement comme quelque chose à cacher, comme quelque chose de difficile, comme une filiation qui ne serait pas une filiation du même niveau qu'une filiation biologique. Donc voilà, on a plusieurs facteurs qui vont rentrer, qui vont être des facteurs socio-historiques, économiques et de régulation internationale. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui en France d'adopter si on compare aux années qui nous précèdent ? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par plus facile, en fait. C'est toujours compliqué de se dire plus facile, ça veut dire quoi ? Alors, ce que je peux vous dire de façon très nette, c'est qu'il est beaucoup plus complexe aujourd'hui d'adopter parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants adoptables. Donc, pour des personnes qui auraient le désir, la volonté d'adopter un enfant, forcément, on n'est plus du tout sur les mêmes données. Alors, au-delà des chiffres, parce que si je reviens un petit peu en arrière, quand je vous parlais en 2005, adoption internationale extrêmement forte et adoption nationale qui est restée assez stable, on avait 28 000 agréments pour adoption en cours de validité, c'est-à-dire en gros 28 000 couples et ou personnes célibataires qui souhaitaient adopter. Aujourd'hui, on est à 9 000. Donc en fait, les chiffres se sont suivis. Il y a un principe de réalité qui s'est un peu imposé, sachant que l'adoption est moins importante aujourd'hui. On a aussi beaucoup moins de personnes qui souhaitent adopter, mais aussi parce que ça a évolué en termes de parcours des enfants, de situation de vie des enfants et des enfants qui sont aujourd'hui adoptables. Est-ce que vous pourriez revenir justement là-dessus, sur cette situation des enfants adoptables en France ? Alors, en France et à l'étranger. C'est-à-dire que on a deux éléments qui sont toujours un peu complexes à comparer. On va partir sur l'adoption internationale, qui est vraiment l'adoption qui a pris vraiment une autre tournure en l'espace d'une quinzaine d'années. Les enfants qui arrivent aujourd'hui en adoption internationale sont essentiellement des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle des besoins spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par besoins spécifiques ? Généralement, c'est une espèce de mot valise dans lequel on case un petit peu différents types de situations d'enfants. Leur point commun, en fait, c'est d'être dans une situation où ils trouveront plus difficilement une famille adoptive. Donc, parce qu'ils sont beaucoup plus âgés, généralement, alors si on prend les statistiques de la mission de l'adoption internationale qui dépend du ministère des Affaires étrangères, au-delà de 5 ans, ou des enfants qui sont en fratrie. Alors, quand on dit enfants en fratrie, généralement, c'est beaucoup de personnes souhaitent adopter 2 enfants en fratrie, mais on a souvent des fratries qui sont bien plus importantes que ça en termes de nombre, et qui dit fratrie, c'est presque mathématique, dit enfant avec un âge certain, un âge relativement élevé, ou des enfants qui vont être porteurs de handicap ou de pathologie. Donc vous imaginez bien, et c'est vraiment pas un jugement de ma part, que quand on se projette parent, on n'imagine pas forcément s'ouvrir vers un enfant qui aura des difficultés particulières, voire assez importantes. Donc c'est tout un cheminement qui va permettre aussi de commencer à réfléchir à ça et d'ouvrir ou pas, en fonction de ses propres désirs qui sont importants à respecter, son projet vers des enfants qu'on dit à besoins spécifiques. Donc aujourd'hui, on est en international à peu près 2/3 d'enfants qui arrivent avec des besoins spécifiques déclarés, donc connus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas ensuite, qu'on n'aurait pas diagnostiqué, mais en tout cas de façon connue. Pour l'adoption nationale, alors 600 et quelques adoptions par an, la plupart sont des adoptions d'enfants très jeunes, nés souvent sous le secret, ce qu'on appelle communément nés sous X, qui n'est pas une terminologie juridique. Mais beaucoup d'enfants qui sont adoptables en France, juridiquement parlant, sont des enfants grands. Aujourd'hui, les 2/3 des enfants pupilles de l'État, donc les enfants juridiquement adoptables, ont plus de 6 ans. Donc ça vous donne un petit peu le décor général. Et c'est des enfants pour lesquels on va beaucoup plus peiner à trouver des familles par adoption. Est-ce que vous pourriez nous partager, vous qui connaissez bien le sujet, le profil aujourd'hui des parents d'enfants adoptés en France, et notamment comment il a évolué à travers le temps ?
Alors, on n'a pas vraiment de données, on va dire, il n'y a pas d'études qui ont été faites particulièrement. Il y a une étude qui a été faite il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était en 2010, si je me souviens bien, par Madame Villeneuve-Gocalpe, sur le profil un peu des postulants à l'adoption, en termes d'âge, en termes de configuration familiale. Alors, c'est des choses qui évoluent énormément, puisque jusqu'à la loi de 2022, puisqu'on a une loi qui est venue un peu réformer l'adoption en février 2022. Jusqu'en 2022, ne pouvaient adopter que des personnes soit célibataires, soit mariées. Avec un critère d'âge aussi, c'est-à-dire qu'il fallait avoir plus de 28 ans. Alors ça, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Moi, quand j'ai adopté il y a très longtemps, l'âge requis était de 30 ans. Et ensuite, il est passé à 28 et là, il est passé à 26 ans. Aujourd'hui, l'adoption est ouverte à des personnes célibataires de plus de 26 ans, à des personnes en couple, qu'elles soient pacsées, vivant en concubinage, mariées, qui ont une vie commune de plus d'1 an, ou si les personnes ont plus de 26 ans. Donc vous voyez, les critères ont un petit peu évolué. Mais en termes de profil, on va dire, si on peut utiliser ce mot-là, de famille adoptante, en fait, on ne peut pas répondre à cette question. On a tout type de configuration familiale, on a tout type d'âge, tout type de projet. On a des familles recomposées, donc avec un des 2 conjoints, par exemple, qui aurait déjà des enfants biologiques. On a des personnes qui arrivent à l'adoption, alors assez majoritairement, pour des raisons d'infertilité. C'est quand même la principale cause de questionnement sur l'adoption. Mais on a aussi, et ça c'est depuis la loi de 2013, l'ouverture à l'adoption par des couples homoparentaux. Donc vous voyez, on a vraiment des différents types de profils, et ça, à la limite, on va dire, c'est même plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les besoins des enfants sont particuliers. C'est-à-dire que chaque histoire est singulière, chaque enfant aura besoin de parents différents, avec différentes possibilités, capacités d'adaptation, ouverture, etc. Et donc plus on va avoir des profils différenciés de parents, plus on a de chances en fait de pouvoir trouver aussi des familles adaptées, à condition qu'elles aient bien réfléchi aux situations réelles des enfants. Ouais. Alors quelles sont selon vous les questions à se poser en tant que parent avant d'adopter un enfant ? On n'en finirait pas. Alors déjà, on a en France la chance. Je dis bien la chance, parce que ça peut paraître un peu difficile pour les personnes qui veulent adopter, mais on a la chance d'avoir la possibilité, enfin même c'est plus que la possibilité, c'est l'obligation de passer par un agrément pour l'adoption, avec un suivi et une évaluation qui est faite par les services des conseils départementaux de protection de l'enfance. Alors certains départements ont des services spécialisés adoption, c'est pas le cas partout et ça devient de moins en moins vrai, ce que je regrette très très fortement et je suis pas la seule. Donc qui permet en fait pendant tout ce parcours d'approcher de plus près cette réalité de l'adoption. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que tous autant qu'on est, tant qu'on ne s'est pas penché sur la question pour des raisons particulières, généralement pour des raisons privées et intimes, la question réelle de l'adoption des enfants adoptables, on a une vision très vue d'avion, un peu angéliste, voire un peu humanitaire de l'adoption. Et quand on commence à s'approcher de plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé, qu'il y a énormément de questions à se poser. Une des premières questions vraiment à se poser, c'est est-ce que je me sens prêt à être parent d'un enfant que je n'aurais pas fabriqué, si je peux parler comme ça, et qui aura eu une histoire de vie avant moi, parce que c'est ça qui est important. Quelle histoire de vie, qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant, de quelle origine est-il, quel âge va-t-il avoir, et on imagine toujours, quand on n'est pas dans la partie, que les enfants adoptables sont des enfants jeunes, petits, et c'est vraiment pas la règle, je viens de vous l'énoncer. Donc voilà, se projeter sur des enfants qui vont avoir des parcours de vie souvent complexes, heurtés, ce qu'on appelle joliment un parcours de vie psychosocial complexe, qui va avoir des difficultés différentes, qui aura subi un abandon, ce qui n'est pas anecdotique, loin de là, qui aura eu une famille biologique à un moment donné, qu'il l'ait vraiment connue ou pas, qu'il ait vraiment vécu avec elle ou pas, elle existe. Tout ça va faire aussi qu'on va être obligé de se projeter différemment qu'on le ferait quand on se projette comme parent d'un enfant biologique. Et ça peut vouloir dire aussi, je le vous disais tout à l'heure, on a quand même un des principes
principaux motifs qui fait que les personnes vont vers l'adoption, qui est l'infertilité. Ça veut dire aussi faire, alors je vais utiliser un mot un peu barbare qui peut choquer, le deuil de l'enfant biologique. C'est-à-dire que, voilà, on arrive vers cette adoption en ayant aussi un peu fait le ménage dans sa tête et dans sa vie sur tout ce qu'on avait pu imaginer, si on est passé par des PMA, toutes les difficultés que ça a pu créer. Donc c'est un énorme travail sur soi à faire. Vous avez parlé du sentiment d'abandon que l'on retrouve souvent chez les enfants qui sont adoptés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez transversal, on va dire, quelle que soit l'histoire des enfants. Vous entendrez beaucoup discuter autour de ce terme d'abandon. Non, je pense que c'est surtout parce que ça nous choque à nous. Parce que c'est un mot qui est extrêmement fort, hein. C'est un mot qui vient nous chercher assez loin. Alors certains vont parler d'enfants confiés à l'adoption, les parents de naissance auront confié leur enfant et pas abandonné. Alors ça dépend ce qu'on met derrière le mot abandonné, c'est-à-dire que quand on pense abandon, on pense, je sais pas moi, on pense le petit poucet, quoi. On s'abandonne dans la forêt avec personne autour de soi, alors que l'abandon, ça peut être aussi ressenti, même si les parents de naissance ont fait le nécessaire, ont confié leur enfant à un organisme pour que sa vie soit meilleure, ou parce qu'ils se sentent en incapacité de s'occuper de cet enfant-là pour des raisons qui leur sont propres. En attendant, le ressenti au niveau des enfants va probablement être un ressenti d'abandon, un sentiment d'abandon. Donc c'est aussi la question de comment cet abandon est vécu, comment il est pris en charge. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément au démarrage les parents par adoption, c'est les institutions ou les personnes qui vont prendre en charge ces enfants, qui vont devoir sécuriser. Derrière ce sentiment d'abandon, très souvent, en fait, on a un très fort sentiment d'insécurité. C'est vraiment ça aussi, quelque chose qui va traverser, on va dire, toutes les histoires des enfants par adoption, cette histoire d'insécurité, de confiance dans l'adulte. Si je reprends les enfants qui sont adoptables aujourd'hui en France, certains le deviennent relativement tardivement, 6, 7, 8, 9 ans. Ça veut dire qu'ils auront pu vivre dans leur famille biologique, en avoir été retirés, avoir été placés dans une famille d'accueil, éventuellement avoir changé de famille d'accueil pour des raisons, parce que la famille d'accueil part à la retraite, parce que ça se passe pas bien. On peut avoir des enfants comme ça qui ont eu un niveau de rupture successive relativement important, et ça va venir de façon quasi systématique entamer le sentiment de sécurité. Donc quand on va proposer à ces enfants, si on considère que c'est le projet pour eux, d'avoir des parents par adoption, on peut bien imaginer, alors c'est pas forcément hyper conscient, on peut bien imaginer que dans leur tête, il va y avoir un petit signal d'alarme là qui va se créer en se disant attention là, c'est quoi cette affaire? On m'a déjà fait le coup plusieurs fois. Est-ce que là, je peux y aller? Et donc, on voit bien en fait qu'il va falloir reconstruire, enfin même construire ce lien sur du long cours, et que ça va pas être les histoires magiques de je te rencontre, je t'ai vu, on s'est reconnu et voilà, on est parti pour la vie. Hein, donc, c'est une construction en fait. Qu'est-ce que cela implique d'autre d'être parent d'enfants adoptés par rapport à une parentalité plus classique, si je me permets, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets? Oui, on va mettre des gros guillemets. Alors j'aurais tendance à dire, alors c'est une phrase un peu bizarre, mais de dire que les familles par adoption sont des familles à part entière, au même titre que toutes les autres familles. En revanche, ce qu'on a beaucoup entendu pendant longtemps, j'aurais tendance à le récuser, c'est-à-dire que ce ne sont pas tout à fait des familles comme les autres. Parce que ce qui nous a constitués, c'est pas un lien biologique, c'est pas une ressemblance, une correspondance immédiate, c'est quelque chose qu'on a construit. On a des enfants qui ne nous ressemblent pas, et donc évidemment nos enfants voient bien qu'ils ne nous ressemblent pas, c'est surtout ça en fait qui va venir taper. Il va y avoir un regard social posé aussi sur la constitution de cette famille, hein, pour peu qu'on n'ait pas les mêmes couleurs, que l'adoption soit connue. Ça va venir mettre en exergue, en fait, j'allais dire, des problématiques qui sont des problématiques de parentalité courante. J'aurais plutôt tendance à dire, à part la partie, on va dire, effectivement, abandon, recherche des origines, voilà, le fait qu'il y ait une autre famille biologique au départ, ce qui n'est pas le cas en général dans les autres familles, les problématiques restent les mêmes. Vous écoutez parler des parents par adoption, vous entendrez parler de quoi? Du sommeil de l'enfant, de la scolarité de l'enfant,
de l'adolescence de l'enfant, voilà, des problématiques que vous connaissez par cœur, vous, dans votre podcast, mais qui vont venir, pour certains, faire un effet loupe. Donc on va avoir, chez certains, des difficultés à l'adolescence qui vont être particulièrement musclées, bien au-delà de la norme, on va dire. Des difficultés au niveau scolaire qui vont être dues au parcours des enfants qui n'auront pas été scolarisés au préalable, des enfants qui, dans une situation très forte d'insécurité affective, vont pas pouvoir engager l'énergie nécessaire pour aborder les apprentissages. Donc on a un certain nombre de difficultés qui vont se surajouter, mais qui sont en fait on n'a pas créé les pédopsychiatres pour les enfants adoptés, on n'a pas créé les pédiatres pour les enfants adoptés. En revanche, on va dire qu'il faut peut-être porter un regard un peu particulier, ce qui ne veut pas dire de les ostraciser ou de les mettre dans des cases toutes faites. Oui, bien sûr. Et alors, je suis très claire dans ce que j'énonce. Ah si, c'était très clair et j'aimerais me permettre, si vous le voulez bien, que vous nous partagiez, vous, votre expérience de la parentalité adoptive. Alors, on aurait pu y dédier un épisode entier puisque c'est votre vie, mais je veux absolument pas non plus que vous rentriez trop dans les détails. Mais vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de magique dans cette expérience-là ? Alors, la première chose que j'ai trouvé magique et qui dure, en fait, quelque chose qui nous a instauré. Moi, je suis mariée, et, j'ai 3 enfants qui sont des grands maintenant, parce que je suis même grand-mère aujourd'hui. Ma fille aînée a 27 ans, mon fils a 24 ans, et ma petite dernière a 22 ans. Donc voilà, on va remonter un peu loin en arrière. Ce qu'on a trouvé très, très constructif, très solide pour partir dans cette aventure-là, c'est justement ce parcours d'agrément qui fait peur à tout le monde, qui, pour certains, on a l'impression d'avoir une intrusion dans sa vie privée, dans sa vie intime. En fait, c'est quelque chose, si on le prend, et si on tombe aussi sur les travailleurs sociaux et psychologues qui vont être dans une certaine écoute, comme ça devrait être, comme une perspective de cheminement, comme un soutien à la réflexion. C'est quelque chose d'assez fantastique, c'est-à-dire que ça va venir entraîner des réflexions permanentes, des idées, des rencontres assez fabuleuses d'autres personnes. Donc ça va nous mettre en mouvement, ça va ouvrir les discussions. Ça fait partie des choses qu'on a gardées, mon mari et moi, de ces échanges qu'on avait après nos rendez-vous avec l'assistante sociale, avec la psychologue, avec éventuellement quand on assistait à des rencontres par l'association Enfance et Familles d'Adoption, des témoignages, des conférences, toutes les discussions qu'on a pu avoir autour de ça, qui ont fait qu'on a gardé cette habitude en fait d'échanger systématiquement. Donc c'est quelque chose qu'on a gardé en fait au bout de presque 30 ans, puisque notre premier agrément date de 95. Au bout de 30 ans, on a gardé quand même cette habitude et ça nous a quand même sacrément aidé dans les moments de coup dur. Cette capacité à pouvoir échanger. Donc ça déjà, c'était quelque chose d'assez fantastique. On a découvert cette association Enfance et Familles d'Adoption dans laquelle je suis toujours et dans laquelle je suis très engagée aujourd'hui. Je ne l'aurais pas imaginé il y a 30 ans. Et puis, la parentalité en elle-même, en fait, ça a été... alors, peut-être ce que je viens de dire, c'est-à-dire du basique, en fait. Être une maman comme toutes les autres mamans, avoir des questionnements de maman, des agacements de maman, mais aussi être obligée de bouger ses lignes. Je crois que c'est vrai dans toutes les parentalités, c'est-à-dire que c'est l'histoire des principes éducatifs qu'on repasse à la moulinette de la réalité de la vie et de faire avec les enfants qu'on a et les parents que nous sommes. Parce qu'on dit souvent, alors ça c'est une petite phrase pour l'adoption, on dit souvent que dans l'adoption il faut passer de l'enfant rêvé à l'enfant réel, c'est un enfant qu'on a un peu imaginé, qu'on avait dans la tête, et l'enfant avec lequel on est, notre enfant, le vrai enfant. Alors c'est effectivement vrai pour tous les parents, mais on a ce chemin à faire, mais moi je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à avancer sur le parent rêvé, c'est-à-dire le parent qu'on imaginait qu'on pourrait être, et le parent généralement assez décevant, qu'on est vraiment au quotidien. Alors des fois, on se trouve aussi des forces qu'on n'imaginait pas. Donc voilà, un parcours de vie où on ne s'est jamais ennuyé. Ça, il n'y a absolument aucun souci.
des tas de difficultés différentes. Alors bon, voilà, avec du TDAH, avec de la dyspraxie, avec des troubles du comportement, avec des difficultés scolaires diverses et variées. Donc tout ça, ça vous met en mouvement, ça vous oblige à réfléchir différemment, à se demander où on place les priorités. Alors, si je peux vous dire une chose certaine aujourd'hui, c'est que, vu de mes yeux d'aujourd'hui, la scolarité n'est plus une priorité. Alors, je veux pas dire que c'est pas important. Je veux simplement dire qu'il faut arrêter de mettre toujours ça sur le devant de la scène. On en fait un enjeu énorme qui va finir par devenir d'ailleurs un enjeu difficile dans la relation avec son enfant. Donc, à un moment donné, voilà, on va aller faire le ménage dans tout ça et on va essayer, autant que faire se peut, de mettre un certain nombre d'ordres de priorité et de mettre des trucs qui vont être des éléments secondaires. Ça nous fait énormément bouger, ça nous oblige à travailler sur nous-mêmes, à nous poser un certain nombre de questions, à se poser la question aussi du regard qui est posé sur nos familles, sur nos enfants, et sur ce qu'on est nous-mêmes. Alors, on est comme tout le monde, c'est-à-dire que on rate des choses, on réussit des choses, on fait des grandes découvertes, mais c'est surtout, voilà, je pense que c'est faire avec le parent qu'on est et les enfants qu'on a. Alors, quel est votre avis au sujet de l'histoire et du passé des enfants, qui peut être plus ou moins long en fonction de à quel moment ils ont été adoptés? Est-ce qu'il faut raconter toute son histoire à son enfant? Et si oui, comment? Alors, l'histoire, elle est plus ou moins longue, mais elle est surtout plus ou moins complexe. Hein, on peut avoir des enfants très très jeunes qui vont avoir vécu des choses extrêmement compliquées. Ou qui auront eu des carences, on va dire même in utero, qui peuvent déclencher des dépressions du nourrisson, qui peuvent déclencher des choses extrêmement importantes. On a vu des enfants manifester des choses vraiment inouïes alors qu'ils étaient très très jeunes. C'est une évidence. Pour moi, la question, elle n'existe même pas. C'est-à-dire que parler de son histoire à son enfant, c'est au-delà du devoir. C'est un droit. C'est son histoire. Elle lui appartient. Il est arrivé dans notre famille, dans sa famille, par adoption, en ayant une histoire. Et ça, non seulement ça se respecte, mais c'est comme ça qu'il est arrivé chez nous. Et donc cet enfant, il est constitué de cette histoire-là, de ses premiers liens, que ce soit avec sa famille biologique, que ce soit avec la famille d'accueil qui s'est occupée de lui, avec les personnes qui l'ont entouré, bien ou moins bien. Mais en entendant, il est construit comme ça. Il y a une chercheuse italienne qui s'appelle Stefania Lorenzini qui avait fait toute une étude il y a quelques années sur les enfants par adoption qui étaient arrivés en Italie, mais relativement âgés, au-delà de 8-9 ans. Et elle concluait sur quelque chose que je trouve assez fantastique, en disant on met toujours le doigt sur ce que ces enfants n'ont pas. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas une bonne santé, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. On oublie simplement de dire que c'est des enfants qui ont eu une histoire, qui ont eu des liens avec des personnes qui ont eu. Donc ils sont porteurs de toute cette histoire. Non seulement on ne peut pas le nier, mais si on le fait, c'est relativement catastrophique. C'est-à-dire qu'on vient toucher à ce qu'il y a de plus intime dans l'enfant, y compris dans sa construction identitaire. Donc, ça me paraît être un passage obligé. Alors après, la question, j'imagine, derrière la question, c'est est-ce qu'on dit tout? Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire tout dire? D'abord, il faut qu'on ait les informations, on ne les a pas toujours. On n'a pas toujours toutes les informations à disposition. La plus grosse difficulté, je pense, en fait, c'est, pour un bon nombre de parents, c'est de réussir à faire avec les trous dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte quand on ne sait pas? Si je vous donne un exemple, je sais que mon fils, quand il était gamin, était venu plusieurs fois me demander si sa maman de naissance l'avait regardé. Question à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Évidemment que j'en sais rien, j'étais pas là. Alors, on peut imaginer, on peut tricoter, mais... Et en fait, la première fois que je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à ta question, et il est revenu plusieurs fois sur cette question. Et ça a fini quand même par faire tilt dans ma tête, en me disant, si la question revient plusieurs fois, c'est que la réponse n'est pas bonne. Ou en tout cas qu'elle est à côté de la question. Et donc j'ai fini par lui demander ce que ça changerait pour lui, en fait, si elle l'avait regardé. Et là, j'ai compris. Alors la phrase était assez fantastique, il avait juste 9 ans, et il m'a dit, parce que tu comprends, si elle ne m'a pas regardé, ça veut dire qu'elle m'a juste donné la vie, mais qu'elle ne m'a pas mise au monde.
À 9 ans. À 9 ans, voilà. Donc vous voyez, en fait, je parle de cette histoire personnelle parce que c'est assez révélateur de ce que les enfants peuvent avoir dans la tête par moment et qu'on n'imagine pas. Assez régulièrement, et tous les parents par adoption vous le diront, les gamins, ils vont arriver de façon impromptue, à un moment où on s'y attend le moins, au repas, dans la voiture souvent, ou des fois comme ça, de façon assez abrupte, poser une question et puis repartir. Et donc c'est là qu'on se dit que c'est toujours quand même un peu quelque part dans leur tête. D'où l'intérêt d'ouvrir la discussion, de les laisser aussi s'exprimer. C'est-à-dire que on parlait de l'abandon tout à l'heure. Si un enfant vient poser la question en disant « mais pourquoi j'ai été abandonné ?» et que ce mot nous fait surréagir, en disant « mais non, tu n'as pas été abandonné, tu as été confié en adoption, ta maman de naissance t'aimait beaucoup, c'est pour ça que… » Ça, c'est en gros, on essaye juste de se protéger, nous, en gros, et on projette aussi sur ce qui pourrait faire du mal. Et je pense qu'il faut juste se décaler de temps en temps un petit peu avec ça, et c'est la façon dont nous, on incarne les choses qui vont aussi changer la donne. Si nous, on est perturbé par ça, forcément, ça va être compliqué d'engager une discussion. Donc, c'est déjà à nous de faire ce boulot-là, de qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, comment on imagine en parler. Alors, des fois, c'est des groupes de parole qui existent pour ça, des échanges entre les parents par adoption. Et c'est surtout souvent de se poser la question de savoir comment l'enfant ressent ça. Hein. Donc, moi, je suis la reine pour poser une question quand ils posent des questions, donc ça les agace profondément, évidemment, hein, parce qu'ils ont bien compris la technique. Mais bon, voilà, au-delà de ça, c'est de venir un peu voir ce que ça provoque chez eux et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je vous donne un autre exemple. Une maman me racontait ça il y a quelques années de sa petite fille qui devait avoir 6 ans, qui s'est littéralement effondrée tout d'un coup. En disant mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi c'est moi, enfin voilà, qui était vraiment anéantie par cette espèce de révélation subite qu'elle avait. Et là, on est impuissant, on ne peut pas répondre à cette question. En revanche, est-ce que c'est répondre à la question qui est important ou rassurer son enfant et l'accompagner. Donc ce qu'a fait cette maman, c'est en disant moi je pouvais pas lui dire mais non c'est pas grave, enfin voilà tu nous as nous, enfin ça n'a pas de sens en fait, hein, c'est pas de ça dont parlait son enfant. Elle l'a prise dans ses bras et elle l'a laissé pleurer tout son soûl parce que ce dont elle avait besoin à ce moment-là, cet enfant, c'était d'être entourée dans son chagrin, et son chagrin c'est le sien, c'est pas celui de sa mère, il lui appartient. Donc c'est difficile hein, de voir ses enfants souffrir autour de ça, mais je crois qu'on a un gros travail, nous, à faire à ce niveau-là. Alors votre spécialité, c'est les enfants adoptés à besoins spécifiques. Alors comme vous l'avez dit, souvent, ils en ont. Qu'est-ce qui est important à ce sujet-là, selon vous, pour les parents qui nous écoutent et qui souhaitent être au mieux armés pour répondre à tous ces besoins spécifiques et qui peuvent être extrêmement variés, comme vous l'avez dit? Non seulement ils peuvent être variés, mais ils peuvent se cumuler tant qu'on y est. Donc c'est aussi toute la difficulté, c'est-à-dire que c'est comment on aborde cette question. D'une part, il faut avoir conscience de la réalité. Hein. Les parents les futurs parents par adoption, quand ils se lancent dans cette démarche, ils imaginent absolument pas le parcours des enfants, quels sont les enfants qui vont être adoptables. Donc déjà, on va commencer par faire quelque chose qui va être de l'ordre de l'information. Hein. Pour dire, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a très peu d'adoptions internationales, essentiellement des enfants grands et ou avec des pathologies. C'est valable en France aussi d'ailleurs. Et donc, commencer à aborder cette question. C'est-à-dire que quand on a dit besoin spécifique, on n'a pas dit grand-chose et ça ne va pas venir éclairer la réflexion des personnes. Donc, il va falloir y aller sur quelque chose de plus concret. Quand on parle d'enfants à besoins spécifiques, de quoi parle-t-on? De quels enfants parle-t-on? De quels parents ont-ils besoin? Quelles sont les compétences parentales particulières à développer? Alors, je ne veux pas dire à acquérir, parce que souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des compétences relativement universelles et partagées. En revanche, avec des degrés divers et des capacités diverses. Donc est-ce que je me sens capable d'aller jusque-là? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va être personnel, qui va être obligatoirement, qui doit être d'une sincérité absolue, hein, parce que ça va venir engager tout le monde, cette affaire-là. Et donc c'est un travail qui peut se faire avec différents niveaux. Des rencontres avec des familles par adoption, pour adopter des enfants qui auront des problématiques particulières, écouter des conférences, assister à des
reste à des films, etc. Mais aussi se mettre en mouvement, c'est-à-dire des ateliers, aller creuser un peu plus profond. Des fois, ça peut être assez bouleversant, assez dérangeant. On peut le faire dans le cadre d'associations. Alors, en enfance et famille d'adoption, on peut en proposer suivant les associations départementales. Moi, je sais que j'anime des journées de sensibilisation à la parentalité adoptive et j'anime aussi des ateliers, plus particulièrement où on va travailler un peu plus sur la question de la disponibilité parentale. Voilà, c'est des enfants qui vont demander pour la plupart une énorme disponibilité parentale. Donc, une fois qu'on a dit ce mot, qu'est-ce qu'on met derrière? Donc là, moi, mon truc, c'est aussi d'aller pousser les gens pour leur dire, pour vous, comment vous pouvez vous organiser concrètement dans votre vie, vraiment concrètement. Et ça, il n'y a pas une réponse classique qui va convenir à tout le monde. Chacun a sa façon de travailler. Il peut être travailleur indépendant. On va avoir besoin des 2 salaires. Est-ce que je peux prendre un congé parental? Comment on peut imaginer l'organisation dans le temps pour être extrêmement disponible dans le temps et psychiquement? C'est-à-dire comment j'organise ma vie autour de ce truc-là. C'est un véritable... Alors, l'arrivée d'un enfant chez tout le monde, c'est un bouleversement. L'arrivée d'un enfant par adoption, c'est un bouleversement plus. On découvre un enfant qui a déjà des habitudes de vie, qui a déjà une façon de fonctionner. Donc tout ça va demander des capacités d'adaptation extrêmement importantes. On va devoir se quitter très bientôt et j'ai une question que je pose à tous mes invités. Vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? De façon générale. Ou on peut faire un point, les enfants adoptés d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain. Non, mais ça peut être générique parce que je pense que ce qui est valable pour les enfants adoptés de demain, qui deviendront les adultes de demain, c'est valable pour tout le monde. Moi, j'aurais tendance à penser une société plus à l'écoute. Où on va essayer de se mettre un peu moins de challenge et respecter un peu plus la vie réelle et ce qu'on est réellement. Déjà, ça ferait baisser un peu la pression. Et puis, je ne veux pas être très, très originale, hein, mais je pense qu'une planète un peu plus écologique me conviendrait beaucoup. Et c'est surtout qu'ils arrivent à se projeter sur un avenir avec moins d'inquiétude que ce qu'on ressent aujourd'hui. Hein. Et je pense qu'on a besoin de les étayer un peu, nous, et d'être à leur écoute aussi beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'adoption, comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Comment est-ce qu'ils peuvent se renseigner au mieux sur ce sujet? Alors, il y a plein de possibilités. La première chose, en fait, pour trouver une association enfance et famille d'adoption, qui sont généralement les associations les plus courantes dans ce domaine-là, chaque association EFA, puisqu'on utilise comme tout le monde des sigles, il y en a une quasiment par département. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site national d'enfance et famille d'adoption. Vous avez la possibilité de contacter ces associations-là. Moi, je fais partie aussi d'un service qui s'appelle Enfants en recherche de famille, qui est un service d'EFA, qui est vraiment plus particulièrement orienté, ça ne vous surprendra pas, vers les enfants pupilles de l'État à besoins spécifiques. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, d'ailleurs on l'a lancé cette semaine, on a lancé un blog spécifique à ERF, à Enfants en recherche de famille, qu'on a appelé Zébulon, parce que voilà, je trouvais que ça mettait un petit peu de peps et que voilà, on a souvent des enfants au niveau de ERF qui sont des enfants très 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 à particularité et qui viennent bousculer un petit peu nos convictions, enfin pas nos convictions j'espère d'ailleurs, mais surtout notre façon de voir la vie. Et donc on l'a ouvert très très récemment, ça s'appelle Zébulon, le blog d'enfants en recherche de famille. Magnifique, je mettrai le lien en description de cet épisode. Merci beaucoup Geneviève pour ce partage et pour surtout tout votre travail que vous faites qui, j'en suis persuadée, est absolument essentiel. On essaye en tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.